Le chef de file de l'opposition burkinabé et candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, Zéphiré Diabré, a déclaré ce dimanche qu'il ne fallait pas se fermer à l'idée d'un dialogue avec les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. C'était en marge d'un meeting au stade municipal de la capitale du Burkina Faso. Le thème du changement lié donc à l'échec du candidat sortant et de son parti, le MPP, puisque sur toutes les rubriques, comme je disais aux gens, ils ont 0 sur 20, 0 sur 20. Lutte contre l'insécurité, 0 sur 20. Réconciliation nationale, 0 sur 20. Lutte contre le chômage des jeunes, 0 sur 20. Promotion des femmes, 0 sur 20. Lutte contre la corruption, 0 sur 20. Donc quand vous alignez comme ça pour un élève dans une école, qu'est-ce qu'on fait de lui? Renvoyer. Voilà. Donc l'action militaire toute seule n'a jamais pu vaincre le terrorisme dans aucune partie du monde. On le voit bien même en Afghanistan, avec les talibans, depuis 30 ans, qu'on n'arrive pas à éradiquer donc avec l'action militaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à côté de l'action militaire, il y ait d'autres actions. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Les guerres, quand on les gagne là, c'est très rapide. Dès qu'on fait 1 an, 2 ans et qu'on n'a pas gagné, il y a un enlisement. Donc quelque part, il faut qu'on cherche à savoir, parmi les groupes là, quels sont ceux qui ont des revendications que j'appellerais qui sont négociables et ceux qui ont des revendications qui ne sont pas négociables. Et en faisant le tri, il y a des gens avec lesquels, bien entendu, on peut discuter. Comme on l'a fait au Mali, il y a des accords politiques qui ont été créés, donc, conclus donc, avec un certain nombre de forces. La question de savoir s'il faut ouvrir les négociations avec les groupes djihadistes évoluant au Sahel, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'organisation État islamique, fait débat depuis plusieurs mois dans la sous-région. Très présent au Mali, où les alliés français et maliens sont en désaccord sur la question, ce débat a fait irruption dans la campagne électorale au Burkina Faso, qui élit président et député dimanche prochain. Plusieurs opposants ont publiquement déclaré être favorables à explorer cette voie, tandis que le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa réélection, s'y refuse. Personnalité parmi les plus populaires de Côte d'Ivoire, l'ancien attaquant vedette de Chelsea et Marseille a appelé ce dimanche à la paix. En ce jour de la célébration de la paix dans notre cher pays, je m'associe à toutes les démarches et vœux dans ce sens. Mes compatriotes en général et la jeunesse en particulier à qui je m'adresse régulièrement, pilier fondamental de nos sociétés, sont au cœur du sujet, a écrit Didier Drogba sur ses comptes Facebook et Twitter. L'attaquant retraité a également présenté ses condoléances à toute la Côte d'Ivoire pour les pertes en vies humaines récentes. Drogba ne cite aucun des hommes politiques, alors que le président Ouattara et le principal opposant Henri Konan Bédié ont amorcé mercredi dernier un dialogue destiné à faire baisser la tension dans le pays. La Côte d'Ivoire est, rappelons-le, secouée par des troubles qui ont fait au moins 85 morts autour de la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. Le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen Hassen, également ministre des Affaires étrangères et des représentants du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, qui dirige la région, sont attendus ce lundi dans le nord de l'Ouganda. Ils y rencontreront le président ougandais Yoweri Museveni. Les représentants du TPLF seraient également présents. L'information a été donnée par des responsables gouvernementaux qui n'ont pas révélé qui dirigerait la délégation du TPLF ni si les deux délégations se rencontreraient face à face. Le site internet ougandais d'information Chimp Reports avait rapporté ce dimanche la tenue prochaine de pourparlers entre Yoweri Museveni et les partis au conflit au Tigré. L'attaché de presse du président ougandais, Don Wanyama, a publié sur Twitter un lien de l'article avec ce commentaire occupé chez lui, mais la région compte sur sa sagesse et son expérience. Par chance, Yoweri Museveni est prophète chez lui. Et là-bas, Yoweri Museveni entretient de bonnes relations avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a envoyé le 4 novembre dernier l'armée fédérale éthiopienne à l'assaut du Tigré. Et ce, après des mois de tensions croissantes avec les autorités régionales du TPLF. Le président ougandais, au pouvoir depuis 1986, connaît également bien les dirigeants du TPLF, parti représentant la minorité tigréenne, 6% de la population éthiopienne, qui contrôla durant presque 30 ans les leviers du pouvoir et l'appareil sécuritaire en Éthiopie.
L'ancien procureur général a affirmé qu'il restait convaincu qu'il n'était plus en mesure d'exercer en toute indépendance son travail dans une lettre de démission adressée au président et rendue publique. Vous avez à tort pensé que je pourrais exercer ma fonction de procureur spécial comme votre caniche, a-t-il écrit dans sa lettre. Cette démission intervient avant l'élection présidentielle du 7 décembre prochain. L'actuel président Nana Akufo-Addo, candidat à sa réélection, affrontera l'ancien chef d'État John Mahama dans un scrutin qui s'annonce serré. La nomination de Martin Hamidou par le président Akufo-Addo en février 2018 avait suscité l'espoir au Ghana, pays considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, mais où la corruption demeure un problème persistant. Hamidou accuse notamment le président d'avoir tenté de lui faire enterrer un rapport explosif concernant une société offshore créée par le gouvernement pour gérer les redevances minières du pays, premier producteur d'or en Afrique. Cette société devait entrer à la bourse de Londres en septembre et permettre de lever 500 millions de dollars. Mais son introduction sur les marchés a été suspendue après que des organisations de la société civile aient dénoncé des risques de corruption. Pour les autorités, ce projet de vente devrait aider financièrement le Ghana à faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Dans sa lettre, Hamidou accuse également le chef de l'État d'essayer d'être juge et partie, alors que le rapport pointe des pratiques négatives dans la lutte contre la corruption au sein de la présidence. La présidence n'avait pas encore réagi ce mardi midi à ces accusations, mais le pouvoir exécutif a récemment affirmé qu'il agissait de façon transparente dans ce dossier. Incarcérés depuis 5 jours dans les locaux de la police judiciaire, Selou Baldé, Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba et Etienne Soropogui ont été déférés ce lundi devant un juge d'instruction du tribunal de Dixin dans la banlieue de Conakry. Ce dernier les a inculpés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Selon leurs avocats, les 5 figures de l'opposition ont été placées sous mandat de dépôt et transférées à la prison civile de Conakry. Nos clients sont toujours séparés les uns des autres, a déclaré ce lundi Maître Béavogui à un groupe de journalistes. Ils sont confiants, le moral au beau fixe, parce qu'ils sont convaincus de leur innocence. Ils sont simplement poursuivis pour des raisons politiques, a-t-il ajouté. Le procureur du tribunal de Dixin n'a pas souhaité s'exprimer. Le parquet avait déclaré que ces 5 hommes figurent parmi les 6 opposants déclarés comme activement recherchés à la suite des violences électorales et plus précisément pour avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Ils sont des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, le parti dirigé par le principal challenger d'Alpha Condé à la présidentielle, Selou Dalein Diallo. Etienne Soropogui est également une figure d'opposition qui avait appelé à voter pour Selou Dalein Diallo. Le 6e opposant, Sékou Koundouno, également membre de l'UFDG, était toujours recherché ce lundi. Face à cette situation, l'opposition a dénoncé une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. Le sulfureux homme d'affaires israélien Dan Gertler, sous sanctions américaines pour corruption à grande échelle présumée, s'est livré ce lundi à une très rare et étrange prise de parole à Kinshasa. Il est accusé d'avoir sous-estimé la valeur actifs miniers sous le régime du président Joseph Kabila. Mais l'homme jure avoir investi en 20 ans plus de 10 milliards d'euros dans le secteur minier de la République démocratique du Congo, ce que les ONG congolaises et internationales contestent. Depuis plus de 20 ans, nous avons investi en RDC, dans l'industrie minière, plus de 10 milliards d'euros entre nous et nos partenaires. Nous avons acheté les droits de Royal Sea pour ce projet à la Gécamine en 2017. Au total, nous avons payé 83 millions de dollars pour ce projet. Nous croyons fermement que le cuivre et le cobalt appartiennent au peuple, mes frères et sœurs du Congo. Certaines ONG et certains journalistes continueront à parler et ne vous ont jamais rien livré. Frères et sœurs, les mêmes ONG, les mêmes journalistes auront tous tort. Accusé d'avoir corrompu des officiels congolais dans un récent jugement de la justice américaine
contre la filiale africaine du fonds d'investissement OCZIF, Dan Gertler promet aujourd'hui aux Congolais de les faire profiter d'un partenariat transparent sur les royalties versées sur chaque tonne exploitée de la mine Métalcol. Un homme s'est fait exploser dans un restaurant situé à proximité d'une institution de la police dans la capitale somalienne, tuant 5 personnes et en blessant une dizaine d'autres. La mort de 5 personnes, dont 2 policiers, a été confirmée et plus de 10 ont été blessés, a déclaré Mohamed Abdirahman, officier de police présent sur place. Il a précisé que parmi les blessés emmenés à l'hôpital, plusieurs étaient gravement touchés. Selon un témoin de l'explosion, plusieurs dizaines de clients se trouvaient dans le restaurant quand l'homme s'est fait exploser. Beaucoup de gens à l'intérieur étaient blessés. J'ai personnellement vu les corps de 2 personnes, a-t-il dit, décrivant une situation de chaos dans le secteur où s'est produit l'explosion qui a tout détruit. Cette attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les Chebab, groupe djihadiste somalien lié à Al-Qaïda, mènent régulièrement des attentats contre les objectifs gouvernementaux et des civils à Mogadiscio. Les Chebab ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'Union africaine. Tedros Adhanom Ghebreyesus a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre que mène le gouvernement fédéral éthiopien aux autorités régionales du Tigré depuis le 4 novembre. Il a œuvré pour leur obtenir des armes, a affirmé le général Beranou Jula dans une conférence de presse. Ce type fait lui-même partie de cette équipe. Comme vous le savez, il est membre de leur comité central. Que peut-on attendre de lui? Nous ne nous attendons pas à ce qu'il se range du côté du peuple éthiopien et condamne. Il n'a donc négligé aucune piste pour les aider. Réussira-t-il ou non à les aider? C'est une autre question. Il a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre. Il a œuvré pour leur obtenir des armes. Aucun bilan précis de l'offensive militaire entrée dans sa 3e semaine et impliquant notamment des bombardements aériens n'est disponible et la région du Tigré est quasiment coupée du monde. Mais les combats ont fait plusieurs centaines de morts et, selon le chef de la commission soudanaise des réfugiés, contraint au moins 36 000 Éthiopiens à fuir au Soudan voisin.